Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, notre sujet principal sera consacré à l'enseignement supérieur en Égypte et l'enseignement à l'étranger, notamment le Canada. Pourquoi le Canada? Parce que c'est un pays qui constitue une cible pour les étudiants, même européens, ayant des universités de première classe, ayant des universités bien classées parmi les universités mondiales. Et cependant, le Canada constitue une cible. Le Canada a la qualité d'avoir un enseignement parfait parmi les universités mondiales. Nous avons plusieurs types d'enseignement ici en Égypte, d'enseignement supérieur, que ce soit l'enseignement classique, incarné ou résident dans les universités égyptiennes. Et nous avons les universités étrangères, nous avons l'enseignement ouvert. Et donc, où en sommes-nous quant à l'enseignement supérieur? Mais bien avant, nous avons quelques comptes rendus à passer en revue ensemble, à commencer par la Libye. La Libye qui témoigne d'une nouvelle escalade des accrochages, une nouvelle escalade de la tension. Il faut dire que le chef du gouvernement d'union nationale a été sommé de quitter Tripoli, risquant une nouvelle escalade. Le chef d'union nationale libyen, soutenu par l'ONU, est arrivé hier à Tripoli, mais il faut dire que les autorités non reconnues de la capitale l'ont aussitôt sommé de partir, un bras de fer qui fait craindre une escalade de la tension. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne ont salué l'arrivée de Faiz al-Sarraj après avoir exprimé pendant des mois leur souhait de traiter avec une autorité unifiée en Libye pour sortir le pays du chaos et faire face à la montée en puissance en territoire libyen du groupe terroriste Daesh. Voyons les détails dans ce compte rendu. Quelques heures après l'arrivée de Faiz al-Sarraj, dont le gouvernement est contesté par les deux autorités rivales de l'ouest et de l'est de la Libye, des tirs intermittents dont on ignorait l'origine ont été entendus dans la soirée dans la capitale. Les artères principales ont été bloquées par des membres de groupes armés, certains en uniforme et d'autres en civil, menus de Kalachnikov, arrivés à bord de véhicules militaires. Deux compagnies aériennes libyennes, Africa Airlines et Libyan Airlines, ont annoncé sur Facebook qu'elles avaient supprimé leur vol vers Tripoli pour des problèmes de sécurité. Dans la soirée, un groupe armé est entré de force au siège d'Al-Naba, une chaîne satellitaire libyenne proche des autorités qui contrôlent Tripoli et ont pris son contrôle. Ce dernier est rejeté aussi bien par le cabinet et le parlement de Fajr Libya à Tripoli que par ceux installés dans l'Est, même si certains de leurs membres lui ont apporté leur soutien. De son côté, le vice-président du Congrès général national, Awed Abdel-Sad, a affirmé que M. Sarraj et les membres du Conseil présidentiel sont entrés illégalement en Libye avec l'aide de soldats et de quelques traîtres. L'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, s'est félicité d'une étape importante dans la transition démocratique en Libye et a appelé à un transfert de pouvoir pacifique. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est réjoui dans un communiqué que le gouvernement d'union puisse commencer son travail crucial pour la Libye. L'Union européenne a appelé les institutions et parties prenantes libyennes à travailler avec le gouvernement d'union. En Syrie, Bachar el-Assad opte pour un gouvernement d'union nationale, mais l'opposition refuse. Le président syrien Bachar el-Assad a réitéré son appel à un gouvernement d'union nationale rassemblant ses fidèles et l'opposition ensemble. Proposition aussitôt rejetée par celle-ci qui réclame un organe de transition où il n'aurait aucun pouvoir. La Maison-Blanche a rejeté cette proposition du président syrien. Voyons les détails dans ce compte rendu. Que des forces indépendantes et de l'opposition participent à un gouvernement syrien, se disant confiants dans le fait que les négociations de Genève permettent de régler la question des portefeuilles ministériels.
La solution serait un gouvernement d'unité nationale qui préparera une nouvelle constitution, a-t-il précisé. La Maison-Blanche a rejeté cette proposition du président syrien. Je ne sais pas s'il s'est imaginé faisant partie de ce gouvernement d'union nationale. Évidemment, ce serait hors de question pour nous, a réagi son porte-parole. Assad ne doit pas rester une heure de plus après la formation d'un organe de transition doté de plein pouvoir, y compris les pouvoirs présidentiels, a aussitôt répliqué Assad al-Zouabi, chef de la délégation du Haut Comité de négociation à Genève. Mais cet organe serait illogique et anticonstitutionnel, a estimé de son côté Bachar el-Assad, ajoutant qu'il n'existe pas de définition d'une période de transition. La forme du corps exécutif qui doit diriger le pays en guerre jusqu'aux prochaines élections prévues par l'ONU dans 18 mois est la principale pompe de discorde entre les deux camps. Dans sa résolution 2254, le Conseil de sécurité de l'ONU évoque l'établissement d'une gouvernance en charge de la transition politique, mais reste vague sur la forme qu'elle doit prendre. Le projet de constitution, réclamé lui aussi dans la feuille de route de l'ONU, pourrait en revanche être prêt en quelques semaines, a-t-il ajouté. Moscou et Washington espèrent, eux, un brouillon de projet d'ici août. Pour commenter la crise libyenne, nous avons en ligne M. Mahmoud Sabit, analyste politique. Monsieur Sabit, bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Oui, Tripoli a témoigné hier d'une nouvelle escalade de la tension. Apparemment, il y avait pas mal d'accrochages et la situation s'empire. Le chef du gouvernement d'union nationale a été sommé de quitter Tripoli et il y a des risques d'une nouvelle escalade de la tension. Comment voyez-vous la situation? Moi, je pense que c'est une situation assez attendue quand même. Après tout, la Tripoli et les milices qui sont loyaux aux extrémistes ne sont pas vraiment intéressés de trouver une solution politique. Ils pensent très bien qu'ils peuvent faire tout ça par des attentats militaires et avec une politique comme ils ont suivi jusqu'à maintenant. Et à la fin du compte, malheureusement, ça doit être vraiment une solution assez unie des autres pays intéressés de la stabilité de la Libye. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que le chef du gouvernement d'union nationale a été sommé de quitter la Libye? Probablement parce qu'ils n'ont pas pu trouver des solutions politiques. En plus, c'était une situation qui devenait de plus en plus dangereuse. Et à ce moment-là, oui, ce n'est plus une situation tenable. Alors, il n'y a plus... Quand les gens, dans le sens diplomatique, c'est pas un rompre, mais le moment qu'ils partent, ça veut dire qu'ils peuvent pas trouver des solutions politiques ni diplomatiques à poursuivre. Alors, ils s'en vont, quoi. Ce n'est plus nécessaire qu'ils sont là, et même, ça devient dangereux s'ils restent. Monsieur Sabit, il y a plus de 1400 milices armées en Libye, outre Daesh. À votre avis, dans quelle mesure cette situation est gravissime et est-ce que on peut espérer à une issue proche? Moi, personnellement, je le doute. Peut-être, mais pour avoir des solutions politiques, il faut qu'il y ait une volonté politique pour poursuivre. Il y a des attentats parce qu'il y a toujours des éléments qui sont persuadés qu'ils ont une chance et l'opportunité de trouver des solutions militaires et des solutions arrivées par la force. Alors oui, ils sont peut-être convaincus de ça, mais bien sûr, on sait très bien que ce n'est plus vraiment une possibilité aujourd'hui. Monsieur Mahmoud Sabit, vous êtes analyste politique, je vous remercie pour votre intervention. Passons à un autre endroit du monde qui a témoigné aujourd'hui toujours d'émeutes dans différentes villes.
on en est en France, où plusieurs manifestations ont eu lieu. Et François Hollande a dû faire face à une nouvelle journée de contestation. Déjà contraint mercredi de renoncer à une réforme constitutionnelle promise. Après les attentats de Paris, le président François Hollande a affronté aujourd'hui une nouvelle bronca contre son projet de réforme du Code de travail. Il faut dire que ce texte jugé trop libéral par les syndicats de salariés et trop timide par les patrons est une nouvelle fois contesté dans la rue, y compris par les lycéens et étudiants au moment où il arrive en discussion au Parlement. Voyons les détails dans ce compte rendu. Il y aura énormément de monde dans les rues, j'en suis persuadée. Tous les salariés se sentent et sont directement concernés par la loi travail, a prédit mercredi Philippe Martinez, numéro 1 du principal syndicat contestataire, le CGT. Plus de 200 manifestations, défilés et rassemblements sont prévus dans toute la France, selon la CGT, et des grèves affecteront les services publics, notamment les transports. Une journée d'action similaire, le 9 mars, avait rassemblé plus de 200 000 manifestants et plusieurs dizaines de milliers de jeunes et salariés avaient également manifesté jeudi 24 mars contre le projet, dernière grande réforme du quinquennat du président socialiste. Cependant, seuls les syndicats contestataires et certaines organisations étudiantes et lycéennes ont appelé à manifester ce jeudi pour obtenir le retrait pur et simple du projet, accusé de généraliser la précarité. En revanche, les réformistes qui espèrent obtenir de nouvelles concessions lors de son passage au Parlement ne se sont pas joints à l'appel. Mardi, la ministre du Travail, Myriam El Khormi, a dit comprendre qu'un texte aussi profondément réformateur suscite des questionnements et nécessite des débats. La réforme est censée donner plus de souplesse au marché du travail tout en sécurisant les parcours professionnels des salariés dans un pays où le chômage culmine à 10% et où les petites et moyennes entreprises hésitent à embaucher. Elle vise notamment à renforcer la négociation au sein même des entreprises, notamment sur l'aménagement du temps de travail et à clarifier les règles du licenciement économique. NILE-TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. NILE-TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur NILE-TV International. NILE-TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. NILE-TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur NILE-TV International. NILE-TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens.
Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. L'enseignement supérieur, les enjeux de l'enseignement supérieur en Égypte. Je ne vais pas parler de comparaison entre l'enseignement égyptien et autres, mais c'est une question d'ouverture, de connaître l'autre, de savoir, de connaître d'autres systèmes et d'autres issues. Pourquoi est-ce que le Canada est tellement connu pour son enseignement supérieur? Pourquoi est-ce que le Canada est un pays qui a cette réputation d'attirer les étudiants universitaires, même parmi les Européens, qui ont d'excellentes universités bien classées. L'enseignement supérieur en Égypte, l'Égypte qui a de tout temps attiré les princes de la région proche-orientale et les rois. Où en sommes-nous quant à l'enseignement supérieur? Nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux professeurs éminents universitaires, Dr Wael Safwat, professeur à la faculté des lettres à l'université de Ain Shams, et Dr Walid El Khacheb, professeur à l'université de York au Canada. Bonsoir. 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 À commencer d'abord par le plan local, parce que Dr Walid aussi était professeur ou était maître de conférence, c'est ça, avant de partir au Canada, et puis vous soutenez des thèses ici pour des étudiants, donc vous êtes toujours en contact avec l'enseignement ici en Égypte, donc vous n'êtes pas tout à fait étranger à l'enseignement égyptien. En fait, nous parlons toujours de l'évolution de l'enseignement supérieur. Nous voyons des ministres changer de portefeuille à portefeuille d'amendement et énormément d'amendements du portefeuille ministériel au niveau du ministère de l'enseignement, et le problème perdure toujours. À votre avis, où réside le problème de l'enseignement supérieur en Égypte? Je ne suis pas très bien placé parce que je ne vais pas en Égypte à longueur d'année, mais je viens très souvent et je collabore encore à des projets de recherche. J'ai été invité récemment à une soutenance de thèse à l'Université du Caire. Je pense que on connaît les solutions possibles parce qu'il y a 3-4 scénarios. Il suffit d'avoir d'une part les ressources nécessaires et d'autre part la volonté politique d'appliquer ces réformes. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on ne va jamais jusqu'au bout, d'un côté, et d'autre part, on essaye toujours